Mesdames et messieurs, bienvenue dans Planète Finance, l'émission consacrée au monde des finances, de l'économie au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde sur votre télévision à portée de main, P-Business Info. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le président de l'association des clients de banque du Sénégal, M. Famara Ibrahima Cissé. Bonjour, M. Cissé. Bonjour, Sidi. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, nous allons faire le point sur la relation qu'il y a entre les banques et leurs clients. Nous allons également recueillir les propositions et les mesures envisagées par l'association qu'il a l'insigne honneur de diriger. Monsieur Cissé, aujourd'hui, comment décririez-vous la relation qu'il y a entre les banques et leurs clients au Sénégal? C'est une relation très controverse. C'est une relation très difficile parce que entre la banque et le client, les forces ne sont pas d'égal à égal. Au point que si c'est le client qui porte préjudice à la banque a la possibilité de saisir la justice et de s'emparer de ses biens qui ont été hypothéqués. Et si c'est le client, si c'est la banque qui porte préjudice à la clientèle, aux clients, rien n'advient. D'habitude, les clients ne savent pas à quel sens se vouer. Malheureusement, les lois ne protègent pas suffisamment les clients. Il y a la loi qui a été tout récemment votée sur les prix et la protection du consommateur qui ne prend pas beaucoup d'aspects en charge. Ce qui fait que les clients sont laissés pour compte et que parfois ils entretiennent des relations très heurtées, très difficiles avec les institutions bancaires. Donc il faudra comprendre que dans l'espace UEMOA et particulièrement au Sénégal, nous avons quelque chose comme 33 banques, 34 banques, parce qu'il y a une banque digitale à 100%, ce qui ramène le nombre de banques à 34. Quand je parle de banques et d'institutions financières à caractère bancaire, qui sont au nombre de 4. Donc l'ensemble, 29 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire ramène le nombre de banques à 34. Il y a aussi, au-delà des banques, des institutions de microfinance qui pullulent, qui sont au nombre de 195 institutions de microfinance. Et d'autres institutions aussi qui parfois n'ont pas d'agrément, mais qui continuent à opérer. Donc nous avons un environnement bancaire très garni, bien garni. Malheureusement, les clients peinent à accéder au crédit. La qualité de service n'est pas la meilleure. Les problèmes de sécurité, nous y reviendrons, subsistent jusqu'à présent, existent jusqu'à présent. Donc, énormément de difficultés, de problèmes et de difficultés. C'est ce qui a amené la naissance de l'ACSIF, l'association des clients et sociétaires des institutions financières, qui, depuis une quinzaine d'années, s'active pour prendre en charge les problèmes et les difficultés régulièrement rencontrés par les clients dans les banques, les sociétaires, dans les institutions de microfinance, au niveau des compagnies d'assurance, des émetteurs de monnaie électronique. Il faut savoir que l'environnement bancaire a beaucoup évolué. Au-delà des banques, des institutions de microfinance, nous avons des émetteurs de monnaie électronique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérations, beaucoup de transactions financières sont digitalisées à 100%. Et les statistiques de l'ARTP ont révélé que chaque Sénégalais a au moins un portable et demi. Donc, ce qui fait que le Sénégalais utilise régulièrement son smartphone pour faire des transactions financières. Vous voyez des Sénégalais qui ont 2 lignes téléphoniques, qui tiennent 2 portables pour des transactions électroniques, des transactions financières électroniques. Nous allons revenir sur cette digitalisation et également sur l'absence de recours à laquelle plutôt les clients font face dans leurs transactions avec différentes banques. Est-ce que c'est simplement ces problèmes que vous venez d'énumérer qui justement gangrènent le client bancaire au Sénégal?
Les problèmes, il y a d'autres problèmes? Absolument. Le problème le plus reculant, c'est la problématique de la mobilité bancaire pour changer de banque. Je précise que pour changer de banque, le client perd énormément d'argent parce qu'il est tenaillé par deux monstres financiers. La banque de départ qui cherche à lui soutirer de l'argent et la banque d'accueil qui cherche aussi à lui soutirer de l'argent à travers deux papiers, l'attestation d'engagement et l'attestation de non-engagement. Je rappelle que l'attestation d'engagement manifeste les engagements. C'est un papier qui dit que le client doit tant de francs à la banque. Autrement dit, qui montre les engagements du client à la banque. L'attestation de non-engagement est un reçu, tout simplement. Après avoir payé tous ses engagements, la banque réclame, alors que c'est le client qui devait réclamer, mais c'est la banque qui impose le paiement de l'attestation de non-engagement. Mais comment se fait-il que cette banque réclame alors que c'est le client qui devait réclamer son dû? Pourquoi ça? C'est une manière de lui soutirer de l'argent. L'attestation d'engagement coûte 87 750 dans certaines banques et dans d'autres banques, c'est à 100 000 francs. Alors que l'attestation de non-engagement aussi coûte le même prix, c'est-à-dire 87 750 voire 100 000 francs. Donc, pour changer de banque, le client perd énormément d'argent. Au-delà des attestations, il y a les frais de remboursement par anticipation s'il avait un engagement à la banque, qui vont jusqu'à 10% de l'encours. Donc une manne financière très importante que le client paye pour quitter une banque. Ce qui plombe c'est-à-dire que ce qui plombe les clients dans une banque. Les clients ne peuvent pas bouger, alors que on aurait dû voter la loi sur la mobilité bancaire qui va permettre aux clients de quitter une banque sans rien payer. C'est-à-dire que le client a la possibilité de changer de banque s'il n'a pas d'engagement, sans pour autant que cela lui coûte énormément d'argent. Donc, malheureusement, jusqu'à présent, cette loi-là n'est pas votée, ce qui plombe la concurrence entre les banques. Parce que quand on parle de concurrence, cela suppose que le client puisse quitter sa banque pour aller voir une autre banque, pour des questions de coût, pour des questions de qualité, pour des questions de sécurité. Le client peut décider de quitter sa banque pour une autre banque. Mais aujourd'hui, pour changer de banque, c'est la croix et la bannière. Il y a tout un cérémonial, mais aussi il y a toute une manne financière à s'acquitter pour changer de banque. Donc c'est le problème le plus récurrent que nous recevons des clients de banque. Et qui nécessite des réformes. On reviendra sur les réformes. Mais les PME sont souvent pointées comme les plus vulnérables dans cette tracasserie. Pourquoi elles sont les plus touchées? Vous savez, derrière chaque PME, derrière chaque entreprise, il y a des emplois. Des emplois qui sont parfois menacés. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement des PME qui sont la plupart du temps dans l'informel, qui sont tenus par des analphabètes et des analphabètes surtout financiers. Donc, qui n'ont pas une comptabilité fixe, et alors qu'ils appartenaient à la banque, de veiller à ce que ces PME se formalisent et que ces très petites entreprises, moyennes entreprises, captent des fonds à travers leur comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réputation financière. Les banques demandent énormément de garanties. Les PME ont des difficultés pour accéder aux prêts, aussi bien au niveau des banques qu'au niveau des institutions de microfinance, parce que celles-là demandent énormément de garanties. Il y a aussi un problème de business, c'est-à-dire que de business plan, c'est-à-dire que les projets qui sont présentés parfois ne répondent pas aux exigences de la banque. Ce qui fait que l'accès au crédit pose problème. Et même si ces PME-là accèdent au crédit, parfois elles ont des difficultés dans la gouvernance, dans la gestion. Ce qui fait que les banques aujourd'hui ont un grand rôle. Le rôle d'accompagner les PME pour qu'elles puissent créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse, créer des emplois, etc. Mais est-ce que cela est fait au niveau des banques? Non, pas du tout. Les banques mettent l'accent sur le principe de créance. C'est-à-dire,
les banques ne voient pas l'entreprise comme unité économique qui peut booster le développement, mais malheureusement, les banques c'est-à-dire que ne sont mues que par la logique de gagner des intérêts, c'est-à-dire de générer des intérêts, de gagner auprès de ces PME. Alors qu'il doit y avoir, les conventions doivent être des conventions gagnant-gagnant. La banque a l'obligation d'accompagner les PME, mais il n'y a aucun accompagnement en réalité. Vous ne présentez pas de garantie, vous n'aurez pas de prêt. Vous présentez c'est souvent l'argument qu'avancent les banques, que les clients n'avancent pas suffisamment de garanties pour prétendre à un prêt. Oui, c'est ce que nous fustigeons, parce que je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la réputation financière. Il suffit que l'entreprise ou bien la PME arrive à obtenir une comptabilité, une régularité dans ses opérations pour que la banque l'accompagne. Mais sans pour autant même qu'elle ait des garanties réelles. Il suffit que, voilà, que la PME ait un compte, la PME détient un compte bancaire et que cette PME-là fasse des opérations de versement, de retrait, de virement. Là, c'est une comptabilité qui est là, c'est un relevé de compte qui est là, qui prouve que l'entreprise ou bien la PME fonctionne et que éventuellement elle aura besoin d'un accompagnement de la banque. Malheureusement, les banquiers d'aujourd'hui n'observent pas tous ces critères. Elles sont dans une logique de bénéfice, elles ne prennent pas de risques. Ah oui, elles ne prennent pas de risques, alors que c'est le risque qui doit déterminer le taux d'intérêt. Il y a un autre problème, c'est le problème des coûts. Oui, le coût, Les crédits sont octroyés à des coûts exorbitants. Pour les particuliers, de 13%, 14%. Pour les banques. Pour les institutions de microfinance, le taux monte jusqu'à 24%. Donc un taux de 24%, c'est tout à fait évident que la PME ne s'en sortira pas. Et quel est le taux qui est, je ne sais pas, proposé aux clients lorsqu'il décide de mettre son argent en épargne, par exemple? Le taux de rémunération, le taux de rémunération de l'épargne. La Banque centrale a fixé le taux de rémunération à 3,5%. Ce qui veut dire que le client qui vient pour déposer doit bénéficier d'un montant de 3,5% du montant déposé à la fin de l'année, à la fin de l'échéance en réalité. Parce qu'il faut dire que les banques font du commerce. C'est de l'argent acheté à la Banque centrale à un taux aujourd'hui qui avoisine 3,5%. C'est le même taux pratiquement de taux directeur. La banque aussi achète de l'argent auprès des particuliers de par les dépôts. Et cela permet à la banque de pouvoir commercer, de vendre l'argent moyennant des taux d'intérêt. Mais pourquoi cet écart-là entre le taux d'intérêt appliqué par les banques aux clients et le taux de rémunération? Mais c'est exorbitant, c'est ce que nous fustigeons, ce que nous dénonçons. Et il appartient à la Banque centrale de prendre des mesures pour abaisser le plafond. Parce qu'aujourd'hui, le plafond pour les banques est fixé à 15%. Le plafond pour les institutions de microfinance est fixé à 24%. Maintenant, les banques ne font aucun effort pour baisser ce plafond-là. Si elles ont la possibilité d'appliquer les 15%, elles appliquent les 15%. Et c'est tout à fait normal aussi. C'est pourquoi il appartient aux régulateurs de revoir le taux plafond et de le ramener à 10% ou moins. Surtout pour les entreprises qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui créent des emplois, qui font rouler la machine économique. Celles-là doivent bénéficier d'un traitement plus favorable, plus avantageux. Malheureusement, tous ces critères-là ne sont pas tenus en compte. Est-ce que l'ACCIF que vous dirigez a déjà interpellé les autorités dans ce sens pour justement trouver une solution? Absolument, absolument. Nous avons beaucoup écrit au régulateur pour lui demander
de revoir. D'ailleurs, c'est ce qui avait amené à un moment donné, je pense qu'en 2014, qui avait amené la Banque centrale à prendre des mesures de gratuité, 19 mesures gratuites, c'est-à-dire 19 services que la Banque centrale avait rendus gratuits. Et malheureusement, aujourd'hui, ces mesures-là ne sont pas appliquées. Beaucoup de banques n'appliquent pas ces mesures parce que l'ouverture du compte devait être gratuite, les frais de clôture de compte devaient être gratuits, les SMS et les mails qu'on envoie aux clients, c'est le droit à l'information qui devait être gratuit. Le relevé de compte devait être gratuit une fois au moins. Malheureusement, nombre de ces mesures n'est pas appliqué, n'est-ce pas, par les banques dans l'impunité totale. Pourquoi? Parce que c'est le mécanisme juridique qui pose problème, ou bien il y a un vide juridique carrément pour justement amener les banques à respecter ces recommandations? Non, il n'y a pas de... Vous savez, la Banque centrale a libéralisé les coûts. Les coûts sont libéralisés. Maintenant, la Banque centrale aussi a la possibilité de rendre certains services gratuits pour booster le taux de bancarisation qui est très faible et qui avoisine aujourd'hui, jusqu'à présent, à 20%. Il y a donc le taux de bancarisation qui est à 21% exactement. Le taux de bancarisation élargi qui est dans l'ordre de 45%. Et aujourd'hui même, on parle de taux d'inclusion financière qui est plus élevé. Maintenant, pour augmenter le taux, il est tout à fait évident que la Banque centrale rende certains services gratuits et fait appliquer, n'est-ce pas, la gratuité aux banques sous réserve, sous peine de prendre des sanctions. Malheureusement, il n'y a pas de rigueur dans l'application, au point que les banques n'appliquent pas les 19... Certaines banques refusent d'appliquer les 19 mesures de gratuité. Parce que ce qu'on s'était dit, c'était un premier pas, qu'on devait franchir un premier pas de gratuité de certains services, et une deuxième phase qui devait aller dans le sens de diminuer le coût de certains services, notamment les services liés aux commissions sur découvert, aux prêts, etc., etc. Malheureusement, jusqu'à présent, la Banque centrale tarde à faire appliquer la première mesure. Ça a été fait sciemment par les banques pour empêcher la Banque centrale d'aborder la deuxième phase de négociation de 2014. Vous voyez, cela fait maintenant plus de 10 ans que nous n'avons pas encore entamé la deuxième phase de baisse des coûts. Aujourd'hui, ces coûts élevés plombent les activités des PME. En réalité. À quel point? Au point de mettre certains PME même en faillite. Beaucoup de PME ont mis la clé sous le paillasson parce que tout simplement les engagements bancaires étaient extrêmement lourds. Est-ce que l'Axis a fait une étude pour justement quantifier ce nombre de PME victimes des tracasseries bancaires? À un moment donné, je pense que c'était en 2021, je pense, au niveau de l'ANSDA, il y a un nombre exorbitant de PME qui étaient nés et qui disparaissaient la même année. Des morts-nés. Morts-nés. Donc voilà, donc il n'y avait pas d'accompagnement de la part des institutions financières, au point que ces PME-là ont disparu. Et une PME qui disparaît, c'est des emplois, n'est-ce pas, qui disparaissent, c'est des taxes, des impôts que l'État perd. Donc, il faudrait que ces institutions financières comprennent que la bancarisation, l'inclusion financière profite à tout le monde. L'État va y gagner énormément de taxes, de frais et d'impôts. Les institutions financières auront plus de clientèle pour faire plus de bénéfices. Le client aura son argent sécurisé à la banque parce que comprenez que nous sommes dans des pays où la thésaurisation existe jusqu'à présent. Les sommes d'argent énormes sont gardées sous le lit, dans des pneus, enterrés, etc. etc. Donc cette thésaurisation coûte très cher à notre économie, à nos économies qui sont très faibles. Donc c'est une manière de lutter contre la thésaurisation, c'est une manière de lutter contre l'enrichissement illicite, parce que si les transactions sont bien tracées, je pense que l'autorité pourra, n'est-ce pas, prévenir certaines difficultés.
De même que c'est une lutte contre le blanchiment d'argent, l'argent de la drogue, etc., etc. Donc la bancarisation, en réalité, profite tout le monde. Malheureusement, les institutions financières n'ont pas compris cet aspect, au point que, malheureusement, pour ouvrir un compte, les PME, les clients sont taxés lourds, surtout au niveau des institutions de microfinance. Vous voyez Et au Sénégal, combien en faut-il pour ouvrir un compte en moyenne, Au niveau des institutions de microfinance, c'est 10 000 francs en moyenne. Pour certaines, c'est 15 000, d'autres, c'est 8 000, mais la moyenne, c'est 10 000 francs. 10 000 francs dans un pays où le SMIC est à moins de 70 000 francs, 65 000, c'est extrêmement lourd. Dans un pays où la bourse familiale trimestrielle est à, je pense, était à 30 000 francs, aujourd'hui, vous avez vu, l'État est en train d'appuyer certains ménages parce que les PME opèrent plus dans les campagnes, dans les zones rurales pour accompagner ces populations pauvres qui n'ont pas accès au crédit des banques classiques. Alors, au niveau de l'ACCIF, vous souhaitez que ce taux soit revu jusqu'à quel niveau? Gratuite. C'est-à-dire que l'ouverture du compte doit être gratuite. Parce qu'en 2014, lorsque la Banque centrale a demandé à ce que l'ouverture du compte soit gratuite, certaines banques ont appliqué, mais d'autres ont refusé d'appliquer. Les institutions de microfinance ont catégoriquement refusé d'appliquer la gratuité du compte. Alors que c'était une mesure pour booster la bancarisation, permettre aux citoyens, aux clients d'accéder au compte. C'est le minimum. Parce que l'accès au compte permet aux PME, aux PMI, aux clients tout court d'avoir au moins une comptabilité, de pouvoir épargner leur argent. Et si l'argent est épargné à la banque comme dans les institutions de microfinance, cela va procurer à ces institutions-là suffisamment de liquidités pour booster, n'est-ce pas, pour financer le développement, financer l'économie. Je rappelle que vous suivez Planète Finance, l'émission consacrée au monde des finances et de l'économie, qui reçoit aujourd'hui M. Famara Ibrahima Cissé, le président de l'ACCIF. Aujourd'hui, de nombreux acteurs, ou disons usagers, dénoncent cet accueil insuffisant au niveau des agences. Alors, quelle est votre position sur cette question-là? Il n'y a pratiquement pas d'accueil. Vous allez dans les institutions bancaires, vous verrez que sur une centaine de clients, un seul guichet fonctionne. Les clients sont obligés de rester dehors des heures pour une simple opération. Cela n'encourage pas la bancarisation, cela ne booste pas la bancarisation. Même au niveau des GAP, vous voyez de longues files d'attente, ce qui n'est pas normal. Alors que la carte GAP coûte excessivement cher. Donc, l'accueil pose problème. Vous avez une réclamation, vous ne pouvez pas la déposer. Parfois, des banques qui refusent de prendre des réclamations, des banques qui ne traitent pas les réclamations clients, parce que certaines banques estiment que la prise en charge des réclamations coûte cher et onéreuse. Alors que cela doit être... Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est véritablement onéreux? Non, je ne pense pas. Ça vaut la peine, parce que c'est ce qui améliore... Ou fidélise même la clientèle. C'est ça, améliore le système aussi. Parce que s'il n'y a pas de réclamation, si les attentions ne sont pas attirées sur certains faits, la banque ne s'améliorera pas. Ça, c'est clair. Pour maintenant connaître les problèmes, les difficultés et proposer des pistes de solutions et y remédier, il faut fondamentalement que les réclamations soient reçues et bien traitées. Que les clients aient au moins une qualité de service. Il m'est arrivé d'entrer dans une banque et à un moment donné, il y avait beaucoup de monde. Le banquier était obligé d'éteindre la climatisation. Parce que, oui, il se disait que depuis le matin, voilà, la clim fonctionnait et que, voilà, c'était un peu cher. Mais c'est extraordinaire. Donc, la qualité de service pose problème. Ça laisse à désirer. Laisse à désirer dans ce pays. Alors, il y a également le personnel bancaire est quelquefois jugé peu compétent. Quelles sont vos recommandations dans ce sens-là? Il y a un déficit
de formation. La formation n'est pas continuée, malheureusement. Ce qui fait que, voilà, vous savez, la banque avance très vite parce que nous avons aujourd'hui des néobanques, des banques digitales. Les clients sont devenus plus exigeants. Il y a ce qu'on appelle la banque en ligne, préfère faire la monétique aussi. Donc, il faut qu'il y ait un renforcement de capacité. Il faut que les capacités soient renforcées. Une capacitation des acteurs, des travailleurs, des employés de banque pour ajuster leurs compétences aux exigences de la modernité. Cependant, malheureusement, en revanche, malheureusement, les banques n'investissent pas dans ce sens et c'est le client in fine qui va subir les conséquences. Donc, un gestionnaire incompétent, une absence ou bien un déficit de recrutement va porter préjudice au client. Vous voyez un gestionnaire qui gère presque 300, 500 clients. Donc, le ratio doit être respecté pour permettre aux clients de faire correctement leurs réclamations, de s'approcher de leur gestionnaire et voilà, de négocier des prêts, etc., etc. Mais l'accès aujourd'hui aux gestionnaires pose problème. Et d'ailleurs, il y a même des banques qui ont supprimé, n'est-ce pas, qui sont en train de digitaliser au point de supprimer même les gestionnaires. Donc, ce qui veut dire que le client, quand il a un problème, il ne peut ni faire une réclamation, ni s'adresser à un gestionnaire pour la résolution de son problème. Et quelle solution lui restera-t-il en l'absence d'une, disons, en présence de cette carence dans le traitement des réclamations? Oui, les clients parfois sont laissés pour compte. Est-ce qu'ils vont trouver le recours? Ils n'ont pas de recours parce que le médiateur, il est très loin, la banque centrale. Le médiateur, le régulateur, parce qu'il y a l'État qui est régulateur via l'OQSF, l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui n'est pas connu par les usagers, malheureusement, qui ne font rien pour se rapprocher des usagers et observer leurs problèmes, recueillir leurs difficultés, leurs problèmes. Le régulateur aussi, la Banque centrale, n'est pas proche des usagers. Les réclamations ne sont pratiquement pas traitées. Parce que nous avons envoyé à la Banque centrale énormément de réclamations. Parfois, la Banque centrale réagit, parfois, elle ne réagit pas. Et quand elle réagit, elle ne rend pas compte aux clients. On ne sait pas si elle a pris des sanctions ou pas. En tout cas, les clients ne sont pas orientés du tout. Ce qui fait que nous sommes en train de jouer un autre rôle. C'est-à-dire d'être les intermédiaires, de jouer le rôle d'intermédiation entre le client et la banque. Il nous arrive d'appeler des gestionnaires de compte, des chefs d'agence, des directeurs généraux de banque pour poser certains problèmes et veiller à ce que les usagers entrent dans le droit. Et vous êtes écouté ou vous avez disons, ce sentiment d'être écouté par les banques? Oui, par certaines banques. Par certaines banques. Les banques qui sont dans la coopération. Des banques qui aimeraient prendre en charge les difficultés des clients. Mais les grandes banques, la plupart des grandes banques au Sénégal sont des banques irresponsables. Les réclamations ne sont pas traitées. Nous, quand on s'adresse à ces banques-là, voilà, elles nous voient comme une surcharge de travail, alors que c'est leur job, n'est-ce pas, de traiter les réclamations, de recueillir certaines informations et d'améliorer leur process. Malheureusement, voilà, c'est ce qui se passe avec les grandes banques de ce pays. Mais les autres, quand même, sont très réceptives, nous accueillent bien, nous font parler et essaient de donner des solutions et voir comment améliorer leur process si vraiment la clientèle est lésée dans leur procédure. Alors, pour justement être plus proche des populations, en fait, je veux dire des clients bancaires, l'Actif, je crois, s'est déployé un peu partout au Sénégal. Aujourd'hui, combien de plaintes recevez-vous en moyenne par mois ou dans l'année? En moyenne, nous recevons 40 plaintes jour. En moyenne, jour. Parce que nous avons, par différents réseaux, nous avons pu installer des groupes WhatsApp dans tous les départements, toutes les régions, dans beaucoup de communes.
Dans les réseaux sociaux aussi, Facebook, etc., nous recevons des plaintes. Parce que nous sommes dans une population une population fortement frappée par l'analphabétisme. Donc des usagers, des clients qui ne savent ni lire ni écrire, qui préfèrent par la voix envoyer leurs réclamations, WhatsApp, Facebook, etc., les réseaux sociaux. Donc nous recevons énormément de réclamations dans ce sens. Malheureusement, le régulateur ne peut pas recevoir ces réclamations-là, mais nous nous évertuons à traduire ces voix en écrit. Pour permettre au régulateur d'accéder à ces réclamations. Donc, c'est le travail que nous faisons, qui est un travail lourd. Est-ce que vous pouvez revenir sur les difficultés les plus prégnantes de ces réclamations-là? Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi la question des décédés, c'est-à-dire vous êtes des comptes dormants, je veux dire. Oui, c'est ça. Des comptes dormants. Vous savez, quand il y a un compte dormant, la législation dit que la banque doit rechercher le titulaire du compte pendant 8 ans avec 2 ans supplémentaires. Donc 10 ans. 10 ans, après les 10 ans, la banque doit ramener le compte au niveau de la banque centrale qui se doit de rechercher le titulaire du compte pendant 20 ans, donc 30 ans. Mais malheureusement, aucun effort n'est fait par les banques et ça ne les arrange même pas. Et s'il arrive à la famille du titulaire du compte de se rapprocher de la banque en cas de décès du titulaire du compte pour accéder au compte, c'est-à-dire aux sommes qui sont dans les comptes, c'est la croix et la bannière. La banque lui demande toute une paperasse, certificat de décès, c'est tout à fait normal, certificat de décès, de genre de mort, d'hérédité. Mais quand le client rassemble tous ces papiers, mais pour y accéder aussi, ça peut prendre énormément de temps. Ils sont nombreux à être dans cette situation. Énormément de veuves, énormément de familles qui sont restées pendant 10 ans parfois sans recevoir leur héritage, c'est-à-dire que les sommes qui sont dans les comptes. Ce qui fait que nous demandons aux régulateurs de veiller à ça. Il y a tout un cérémonial pour recevoir ces sommes-là et parfois il nous arrive de mettre la pression sur certaines banques pour que ces sommes-là soient libérées. Mais nous comprenons aussi la logique des banques, c'est-à-dire que c'est une logique de vigilance, c'est une logique aussi financière, il faut le dire. La banque préfère garder l'argent, le prêter à Massamba et à Mademba, générer des intérêts que de donner cet argent-là à la famille qui va. Voilà. Donc, nous comprenons quand même, il faudrait que le droit soit dit, il faudrait que la bonne pratique soit faite pour que les héritiers, si le titulaire du compte est décédé, puissent très rapidement accéder au compte pour gérer les problèmes de leur. Alors, on va parler des solutions après avoir soulevé les problèmes. Aujourd'hui, quelles sont selon vous les réformes qui s'imposent dans ce paysage bancaire vis-à-vis des clients? Il y a beaucoup de réformes que nous avons proposées. D'ailleurs, j'ai parlé d'une réforme, c'est-à-dire que la loi sur la mobilité bancaire. Parce que la réforme doit être d'abord législative. Il faudrait que des lois protectrices des clients, des usagers, soient votées à l'Assemblée nationale. Je prends l'exemple de la loi sur le surendettement. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs sont dans un état de surendettement. Vous voyez un salarié qui peut rester 1 an, 2 ans sans percevoir son salaire. Alors que celui-là doit être placé sous la protection de la loi avec le vote de la loi sur le surendettement avec une commission de surendettement. La loi sur la mobilité bancaire, je l'ai dit, la loi c'est-à-dire que la mise en place d'un fonds destiné à payer les frais de procès des petits clients, parce que vous voyez, si le client porte préjudice, je le disais tout à l'heure, à la banque a la possibilité de prendre un avocat, de saisir la justice. Et si c'est le contraire qui se produit, les clients n'ont pas cette possibilité-là de soutenir les frais de procès. À part l'ACCIP, bien entendu. Effectivement, parce que nous déposons beaucoup de plaintes. C'est ça. Et la loi, jusqu'à présent, ne nous autorise pas à intenter au nom de nos adhérents une action judiciaire. Parce que la loi a été votée,
mais il reste les agréments qui devront être donnés par le ministère du Commerce. Et depuis 3 ans, 4 ans même, je dirais, nous avons fait la demande, mais jusqu'à présent, le ministère du Commerce tarde à délivrer les agréments, ce qui nous rend impuissants face à ces banques qui, n'est-ce pas, font parfois de la publicité trompeuse. Oui. Vous voyez des publicités de taux de 4%, 5%, alors que il y a des coûts cachés, la réalité c'est 10%. Donc cette publicité trompeuse devrait être sanctionnée par la loi. Et si nous constituons partie civile, nous sommes parfois opposés par voilà, l'agrément. C'est-à-dire que les juges nous disent que vous n'avez pas agrément, vous n'avez pas qualité à agir parce que vous n'avez pas d'agrément. Nous n'avons rien fait pour ne pas obtenir ces agréments. Nous avons fait la demande conformément à la loi. C'est au niveau de l'État. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque, n'est-ce pas, la délivrance de ces agréments. Nous en avons parlé tout récemment au ministre. Et le fonds permettra, la mise en place de ce fonds permettra de prendre un pool d'avocats qui va conseiller juridiquement les clients qui ont des difficultés avec la banque. Donc nous avons proposé toute une batterie de mesures allant dans le sens de renforcer la protection du client. Malheureusement, jusqu'à présent, ça cale quelque part et nous sommes toujours dans ce combat-là. D'accord. Alors, l'éducation financière est souvent considérée comme un levier. Comment l'ACSIF, justement, agit-elle dans ce domaine? Vous savez, l'éducation financière est l'affaire de tous et de tous les jours. Nous faisons tous les jours de l'éducation financière. Nous sensibilisons les clients, nous les informons, nous les accompagnons. Beaucoup de clients nous saisissent par voie téléphonique, parfois par mail, pour demander des explications sur certaines situations. Nous leur donnons les informations qu'il faut. Malheureusement, les banques devraient être en première ligne dans cette éducation financière. Les institutions financières de microfinance aussi devraient être en première ligne parce que ce sont ces institutions-là qui traitent avec les couches défavorisées qui vivent dans des contrées éloignées. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Maintenant que l'environnement s'est élargi, avec les émetteurs de monnaie électronique, c'est-à-dire que le compte digital, là aussi il y a énormément de problèmes et cela demande une éducation financière. Parce qu'un problème de sécurité se pose. Oui, justement, avec la cybercriminalité, est-ce que donc vous avez prévu un certain nombre de recommandations pour justement amoindrir les risques du client? Absolument, parce qu'il faut qu'il y ait une assurance dans ce sens. Parce que les cybercriminels s'adaptent à la technologie. Tout récemment, une banque a été victime de cyberattaques. Les comptes ont été mis à nu. Et tous les jours aussi, on assiste à des faits de cybercriminalité. Et in fine, il n'y a que le client qui perd. C'est ça. Or, les comptes sont assurés. Le client paye une assurance pour son compte. Le client paye une assurance pour sa carte GAP, en cas de perte pour la carte. Mais malheureusement, ces assurances-là ne réagissent pas en cas de sinistre. C'est vraiment, véritablement dommage. C'est dommage. C'est pourquoi il faudrait que la législation évolue aussi pour protéger aussi certains sinistres. C'est-à-dire, vous êtes commerçant, vous êtes PME, vous prenez un prêt, voilà, vous investissez, un sinistre arrive, si vous êtes commerçant, le marché prend feu. Là, il doit y avoir une loi qui protège le client. C'est la loi sur le délai de grâce. C'est-à-dire que la banque ne doit pas s'emparer des garanties réelles pour les réaliser. C'est un sinistre qui a été constaté. Le client, la PME doit se placer sous la protection de la loi. Nous avons aussi dit que les conditions de signature des conventions, des contrats sont des conditions qui ne sont pas conformes. Parce qu'on ne donne pas au client le temps de lire la convention. C'est après lu et approuvé, le client est obligé de signer.
il ne peut pas amener le contrat chez lui, il ne peut pas demander les conseils d'un expert financier ou bien de quelqu'un d'autre. Parfois, il y a même des clients qui ne savent ni lire ni écrire, que certaines institutions font signer des conventions. Et vous préconisez qu'on donne suffisamment de temps au client la loi sur le délai de rétraction. De comprendre ce qu'il est en train de signer. C'est ça la loi sur le délai de rétraction. C'est un délai de 1 mois, qui peut aller jusqu'à 1 mois, pour permettre au client, après signature, d'avoir la possibilité de se rétracter. C'est-à-dire, un client qui signe une convention, il amène le duplicata, un exemplaire de la convention, chez un expert, ou bien pour lecture ou conseil. S'il voit que voilà, il n'avait pas lu à la banque et qu'il y a des clauses qui ne lui conviennent pas, il aurait la possibilité de se rétracter, de revenir sur ce qu'il avait signé. Malheureusement, cette loi n'étant pas, il vous suffit de signer à la banque pour que voilà, votre signature vous engage pleinement. Même si vous revenez 24 heures après pour demander l'annulation, le banquier refuse et vous fait payer forcément les frais de dossier, ce qui est absurde. Nous sommes presque au terme de cette émission et la toute dernière question que je vais vous poser, c'est par rapport aux actions de lutte collective. Vous êtes une entité de la société civile. Est-ce que vous envisagez un partenariat ou bien une action collective pour justement porter ces réclamations-là au plus haut niveau? Absolument. Nous sommes en train de mobiliser toutes les forces vives au service de cette cause particulière. Vous savez, la banque est au cœur de l'économie, traite avec des entreprises et pour mettre, si elle n'est pas bonne, la banque, elle n'est pas de bonne foi, en difficulté toute l'économie à travers les entreprises créatrices de richesses, créatrices de revenus, créatrices d'emplois. Donc, fondamentalement, il faudrait qu'une force civile, c'est-à-dire une société civile, financière, disponible et prête à engager des combats juridiques, des manifestations, des mobilisations pour dénoncer certaines pratiques bancaires. Amener les banques à être des banques de développement et non pas des banques purement commerciales. Amener les institutions de microfinance à être des institutions de microfinance à visage humain. Cela profite à tout l'écosystème financier, que ce soit banque, que ce soit compagnie d'assurance, que ce soit régulateur, que ce soit État, que ce soit particulier, que ce soit entreprise. Donc nous sommes dans ce combat citoyen et nous comptons le poursuivre, Inch'Allah. Et peut-être un mot à l'endroit des clients qui se sentent démunis ou négligés par les banques. À ces clients, nous leur disons que nous sommes là. S'ils ont besoin d'accompagnement, s'ils ont besoin de conseils, s'ils ont besoin d'orientation, l'ACSIF a les ressources intellectuelles, les compétences nécessaires pour les encadrer, pour les orienter. Maintenant, le client sénégalais, vous savez, ne suit que la logique de la banque. Malheureusement, dans les banques, les contrats sont des contrats léoniens. Ces contrats-là sont des contrats d'adhésion. Le client n'a pas la possibilité de négocier ou bien de discuter. C'est des contrats qui sont fixes. C'est dommage. Pour notre système bancaire, il n'y a pas de négociation, alors que c'est une relation d'affaires, c'est une relation commerciale. Nous, nous prônons pour la continuité de la relation d'affaires, mais dans un cadre sain et gagnant-gagnant. Merci beaucoup, chers internautes. C'est tout pour cette émission Planète Finance qui a reçu sur son plateau le président de l'ACSIS, M. Ibrahima Famara Ibrahima Cissé. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.